Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce deuxième numéro d'Enquête de Solutions, l'émission du journalisme constructif. Comme vous pouvez le constater, je suis entourée de mes collègues du service Solutions, Sophie Cassal, bonjour. Bonjour. Gaëlle Balda, bonjour. Bonjour. Flora Zanichelli, bonjour. Bonjour. Et Virginie Ravis, bonjour. Bonjour Roxane. Alors, comment ça va toutes les quatre ? Très bien. Impeccable. Très bien, tranquille. Bon, ça déjà c'est une bonne nouvelle, on peut commencer. Alors dans ce nouveau dossier, vous explorez donc un sujet ô combien d'actualité. Bon, c'est pas que les autres dossiers ne sont pas d'actualité, mais celui-ci tout particulièrement puisqu'on est au début de l'été et en pleine alerte sécheresse. Donc clairement, la question de l'eau est essentielle. Alors, comme à chaque émission, j'aimerais savoir, comme les personnes qui nous regardent, je suppose, comment est-ce que vous êtes venue à faire ce dossier, Sophie ? Comme chaque mois, Roxane, nous demandons à nos lecteurs de choisir entre 3 sujets. Donc le mois dernier, on leur a laissé le choix entre comment manger sans s'intoxiquer, quelle solution face aux troubles du sommeil et la question de la sécheresse. Largement, la question de la sécheresse s'est imposée. On était déjà au mois de mai dans une situation où l'été s'annonçait très compliqué. Clairement, le risque de pénurie d'eau les interpelle. À 51%, ils ont choisi ce thème. Alors rapidement, on s'est mis à explorer avec des climatologues, des hydrologues, cette thématique-là pour comprendre l'enjeu. Et donc, ça a été le coup d'envoi de notre dossier. Et du coup, est-ce qu'on peut savoir rapidement la situation dans la région ? Oui, alors ils ont dressé un état des lieux assez préoccupant, en tout cas pour cette année, puisque par sa précocité, cette sécheresse, elle est inédite dans les Alpes-Maritimes et le Var. On a un retard, en tout cas un déficit d'eau dans les nappes de 48%. Donc ça, c'est pour des chiffres et des données. C'est énorme. Voilà, mais au-delà de cette année, en fait, ce qu'ils nous disent, notamment le climatologue Joël Guillot, il nous dit, ça c'est cette année, mais il faut s'attendre dans l'avenir avec le réchauffement climatique à ce que ces phénomènes de sécheresse se retrouvent plus régulièrement chaque été, et surtout que la période de sécheresse qui chez nous est à peu près de 2 à 3 mois, quand elle se produit, s'allonge d'1 mois de plus. Donc en fait, c'est un peu cet état des lieux et aussi cette prospective qui nous ont aidés à comprendre, et on a évidemment profité de les avoir pour qu'ils déjà esquissent des pistes de solutions. Et ces pistes de solutions, comment faire face, comment s'adapter à cette sécheresse, ces pistes-là, Gaëlle, Flora et Virginie les ont ensuite explorées pendant le mois du dossier. Merci beaucoup Sophie. D'ailleurs, un des domaines où l'on réfléchit beaucoup à cette question de comment préserver l'eau, c'est l'agriculture. Et nous recevons tout à l'heure Nicolas Lassoc, qui est maraîcher dans le 06, qui va nous expliquer un peu toute sa démarche autour de l'eau. Mais d'abord, le focus de ce dossier, qui est cette fois-ci un défi. Alors mesdames, vous avez tenté de réduire votre consommation d'eau. Pas trop compliqué, j'espère, dans cette ère de la consommation, voire surconsommation quand même. Et dites-nous tout, comment ça s'est passé, Flora ? Écoutez, on a voulu mettre la main à la pâte, comme on dit. Donc, on s'est dit, on va regarder notre compteur d'eau. Et puis, chaque semaine, on va essayer de mettre en place des stratégies pour réduire notre consommation d'eau au quotidien. Et puis, donc, évaluer au fil des semaines, ce qu'on a consommé plus ou moins. Et puis, pour ça, on s'est aussi fait aider par une experte de l'ADEME. Mais qu'est-ce que l'ADEME ? L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Et ils s'occupent de questions environnementales et ils nous ont donné donc des conseils pour orienter au mieux nos actions. Et du coup, concrètement, Gaëlle, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça a donné ? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est la toute première semaine et le relevé en fait du compteur d'eau, ce qu'on ne fait jamais. J'ai trouvé que ça avait été assez capital. Nous, par exemple, on est une famille de 5. On était à 3150 litres d'eau consommée la première semaine, donc on n'en revenait pas parce qu'on n'imaginait pas être dans de telles proportions. Et puis alors du coup, on a comparé avec la moyenne nationale. On a ouvert une discussion, on s'est un petit peu questionné. On a ouvert une discussion en famille, en fait, autour de tout ça. Donc, par rapport à la moyenne nationale, on était pas mal. Mais c'était pas quand mal même... dans quel sens, attends ? C'est-à-dire qu'on était juste en dessous. Ah, pas mal. Donc, voilà. Donc ça, on a ouvert une discussion en famille, ce qui nous a permis, dans la foulée, de mettre des choses en place. Alors, on a mis moi, j'ai mis un minuteur d'eau dans la douche pour limiter un petit peu tout le monde. On a installé un goutte à goutte
un peu plus efficace que ce qu'on avait jusqu'alors dans le potager. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on mettra en place par la suite parce que donc au fil des semaines, 4 semaines, on n'a pas réduit notre consommation d'eau. C'est une période un peu compliquée pour ça, mais je pense que si on poursuit cette démarche-là, l'année prochaine, on sera déjà pas mal. Voilà, donc la note n'a pas baissé, mais par contre, il y a une vraie prise de conscience. À chaque fois qu'on ouvre le robinet, on s'interroge. Et au lieu de jeter l'eau en fait, par l'évier sans trop se poser de questions, eh ben, on récupère beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est quelque chose que qui intéressait beaucoup Flora au début de ce défi, c'est de se dire, mais toute l'eau que j'utilise en cuisinant, qu'est-ce que j'en fais, quoi ? Et voilà. Non, c'est vrai que c'était une interrogation que j'avais depuis longtemps. Alors moi, je ne suis pas une grosse consommatrice d'eau. J'ai découvert ça aussi au début du défi, donc tant mieux. Mais bon, on a toujours des marges de manœuvre. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de plantes à la maison. Je les adore. Donc j'étais en interrogation. Mon Dieu, je pars en vacances. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc voilà, déjà, je réfléchissais, je m'informais sur des sites pour justement que l'eau dure dans le temps. Et comme disait Gaëlle, là, effectivement, je me retrouve avec mes casseroles, l'eau des pâtes, l'eau des légumes. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, comment je vais pouvoir les récupérer ? Est-ce que je peux les mettre dans mes plantes ou pas ? Donc voilà, c'était aussi des choses qu'on a mises en place et sur lesquelles l'experte nous a conseillé justement. Et puis après, voilà, il y avait aussi d'autres choses. La cuisine, je fais la vaisselle à la main. Bon, là, est-ce que je peux pareil récupérer l'eau ? Comment je peux couper le robinet quand je fais ma vaisselle ? Et de même, quand je prends ma douche, voilà, là aussi, quelles économies je peux faire ? Moi, je coupais déjà l'eau de la douche quand voilà, je me savonne, etc. Donc il y avait une petite marge de progression, mais il y avait déjà des choses mises en place. Donc, je sais que c'était pas pour tout le monde pareil. Hein, Virginie, c'était un peu difficile. Oui, j'avoue que la salle de bain, chez moi, c'est le gros poste de consommation. Mais d'ailleurs, je crois comme un peu chez tout le monde, c'est l'hygiène qui utilise le plus d'eau dans les foyers. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait facilement faire des économies à notre échelle, finalement, avec ce qu'on peut mettre en œuvre. Et dans le même temps, on peut constater aussi des industriels qui, eux, jettent l'eau par les fenêtres. Et du coup, dans le défi, moi, ça m'a causé un certain découragement par moment de constater ces pertes d'eau incommensurables et clairement que mes petites économies à moi ne pouvaient pas compenser. Et là, notre coach Florence de l'ADEME a été assez capitale parce qu'elle m'a rappelé que si 67 millions de consommateurs d'eau faisaient eux aussi des efforts, on arriverait à faire de grosses économies au bout du compte. Donc c'est pas forcément David contre Goliath dans ce qui est de l'économie d'eau, quoi, au final. Sur l'eau de cuisson, finalement, le résultat des courses, c'est est-ce qu'on peut utiliser dans ces plantes l'eau refroidie et l'eau des pâtes, qu'est-ce qu'on en fait dans tout ça, franchement? La grande question. Non, en fait, alors notre coach nous a dit l'eau des légumes, mais sans le sel. Voilà, il faut pas que ce soit salé. Vous pouvez la recycler sans problème dans les plantes et le reste, non. L'eau des pâtes, pas de commentaire. Et sur l'eau avec la vaisselle, le produit vaisselle, il vaut mieux pas essayer. Même voilà. si c'est du produit vert. Là, franchement, je sais pas, mais pour moi, je m'y risquerais pas. Mais là, j'avoue que surtout vu l'amour des plantes quand même, Laura. J'y tiens beaucoup, ouais. Oui, non, mais c'est un très beau défi en tout cas. Il faudrait tous et toutes qu'on s'y mette. D'ailleurs, dites-nous, vous, en commentaire, s'il y a des choses que vous avez déjà installées, déjà testées, si ça a fonctionné pour vous, ou s'il y a d'autres choses que vous auriez envie maintenant d'essayer. Et justement, qui dit dossier un peu long, et un vrai dossier n'est pas digne de ce nom s'il n'apporte pas également son lot de surprises. Alors justement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a étonné pendant justement cette enquête sur ce dossier. Alors moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que j'ai travaillé sur les trackers de fuite d'eau. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris que les fuites dans les canalisations étaient la plus grosse perte d'eau en fait en France. Enfin, on est à 1300 milliards de litres d'eau de perdus par an dans les canalisations. Ça, c'est une enquête de 60 millions de consommateurs qui le dit en 2012. Et ça équivaut, pour que ça parle un petit peu aux gens, à 430 000 piscines olympiques par an. 430 000 piscines olympiques, tout à fait. Oui, ça fait mal. Donc voilà. Et en fait, ça s'explique parce qu'on a un réseau qui est très étendu, environ 900 000 km de canalisation, et puis ça augmente au fur et à mesure du temps parce que voilà, on en fait en plus, on fait des
branchements, etc. Et certaines canalisations sont très anciennes. Là, pendant mon reportage à Menton, la plus ancienne datait de 1918, on m'a dit. Donc ça sous-entend qu'effectivement, il y a du matériel aussi ancien, vétuste, des joints en plomb, des tuyaux en fonte. Ce qu'on ne fait plus maintenant. Voilà, ce qu'on ne fait plus maintenant, tout à fait. En fait, maintenant, quand on remplace une canalisation, on utilise du PVC ou du plastique. Mais n'empêche que 900 000 km, c'est fait au fil du temps. Et donc, il y a encore ces canalisations qui sont là. Et effectivement, elles sont très tributaires du changement de temps. Voilà, ça gonfle, ça se dégonfle. Et puis, voilà, avec l'usure, effectivement, les choses s'abîment aussi. Est-ce qu'on a une idée dans certaines communes de ce que ces pertes d'eau représentent en consommation globale de la commune ? Alors, en consommation globale de la commune, c'est au cas par cas. Chaque commune va avoir ses propres difficultés. Mais je sais qu'il y a une commune dans Menton, m'a dit, sur 200 mètres cubes d'eau enregistrée, 150 mètres cubes de pertes. Donc c'était énorme, plus de la moitié. Et donc du coup... il a fallu réparer ça se répare après bien sûr, mais parfois le problème c'est le temps qu'on s'en rende compte, tant que l'eau elle coule, peut-être qu'il y a des fuites qui sont dites fuites invisibles qu'on ne voit pas, et donc tout ça peut laisser du temps s'écouler et de l'eau qui se perd, et voilà, donc c'est assez frappant en fait, et c'est un système extrêmement complexe qui met en jeu des milliers d'acteurs différents dans la gestion, donc voilà, on se heurte toujours à ça aussi. Ah non, c'est clair. Virginie, il me semble aussi que tu avais aussi... mais ça rejoint ce que disait Flora, ce dont parle Flora autour des fuites. J'avais l'idée préconçue que les entreprises privées n'avaient qu'une chose en tête, c'était reverser des bénéfices à leurs actionnaires. Bon, elles ont énormément travaillé et elles le font sur plein de points. Et en fin de compte, les rendements, c'est-à-dire l'eau qui est facturée au consommateur par rapport à l'eau qui est prélevée, donc vraiment l'eau qui arrive jusqu'au consommateur, les rendements, selon la Fédération des entreprises privées de l'eau, sont de plus de 80%. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail qui est fait sur les réseaux de façon à minimiser les fuites, et ça rejoint ce que disait Flora sur les chasseurs de fuites. Et justement, tu parlais de sociétés privées, mais parlons un peu des particuliers. Parce que forcément, qui dit particulier et dit eau, on est dans le sud, dit aussi piscine. Et Gaëlle, il me semble que tu as aussi travaillé sur le sujet. Oui, tout à fait. Donc on s'est posé la question de la piscine privée familiale. On n'est pas la seule à se la poser d'ailleurs, parce que la piscine privée familiale, c'est 3 millions de piscines en France, dont 1 million dans le sud-est. Donc on est quand même très concerné par le sujet. Donc c'est quelque chose qui interroge, mais au final, ça ne représente que 0,12% de la consommation d'eau nationale. Alors ça semble presque insignifiant, mais ça reste quand même un vrai sujet d'échange et de débat. Et puis, étonnamment, la crise sanitaire a eu un effet booster sur la construction de piscines. On est quand même passé de 55 000 piscines fin 2019 à 70 000 en 2020. Et quand je dis étonnamment, c'est parce qu'en fait, à cette période-là, on s'est rendu compte qu'en levant un peu le pied sur nos usages, on permettait à la nature en fait, de reprendre ses droits. Apparemment, les droits, ça va, mais pas trop sur le confort non plus. C'est ça, c'est la question, c'était est-ce qu'écologie et piscine, ça reste quand même quelque chose de compatible ou pas, ou est-ce qu'on est que sur du confort ? Et justement, il me semble qu'à ce sujet-là, vous avez demandé à vos lecteurs et lectrices ce qu'il en était, qu'est-ce qui en est ressorti un peu ? Alors oui, on a lancé un sondage auprès de nos lecteurs, on y a été un peu plus directement, c'est-à-dire qu'on leur a posé la question de l'interdiction ou pas de la piscine privée. Oui, mais c'est assez légitime de se poser la question maintenant. Voilà, et donc en fait, on a évidemment des profils bien distincts de gens qui assument pleinement leur piscine et qui ne sont prêts à aucun compromis, qui assument même le fait de ne pas respecter spécialement les règles en période de sécheresse. Et puis toute une partie évidemment de nos votants qui elles souhaiteraient même sévir, c'est-à-dire faire payer l'eau plus cher, limiter les constructions de piscines ou les interdire complètement. Donc c'est à ce moment-là du coup qu'on fait appel à des experts pour avoir un avis un peu de hauteur sur ces questions-là. Donc j'ai interviewé Joëlle Pulinx-Chalet, la déléguée générale de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa, et Nicolas Roche, qui est professeur à l'université Aix-Marseille et qui est justement expert de toutes les problématiques de gestion de l'eau, et notamment en pays arides.
Et eux, en fait, ils expliquent tous les deux qu'une piscine bien gérée, c'est-à-dire avec un bon équilibrage du pH de l'eau, avec une couverture toutes les nuits pour éviter l'évaporation, etc., finalement, elle n'a pas besoin d'être remplie tous les 3 jours, ni d'être réajustée. Et qu'en fait, cette question de la consommation de l'eau, elle doit vraiment être prise dans sa globalité. Voilà, sans focaliser spécialement sur la piscine, qui peut être finalement quand même maîtrisée, ou sur la chasse d'eau, qui représente quand même 30 à 40% de notre consommation d'eau journalière, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, en fait, le professeur de l'université m'explique notamment que en arrosant le gazon qui y a tout autour de la piscine pour que l'espace devienne esthétique et agréable, souvent on consomme bien plus d'eau que quand on réajuste 1 ou 2 fois dans la saison le niveau d'eau de la piscine. Oui, donc au final, il faut juste bien entretenir sa piscine pour pouvoir justement être assez responsable à ce niveau-là. Pas forcément besoin d'interdire toutes les piscines. Être responsable et être conscient de la ressource aussi, parce qu'évidemment, d'une région à l'autre, la ressource de base n'est pas la même. Donc voilà, donc c'est tout un calcul savant. Voilà, faut partir de la ressource et puis du besoin et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais effectivement, la piscine, c'est pas le diable. Bon, ça, c'est une bonne chose à savoir. Merci beaucoup, Gaëlle. Justement, une autre source d'étonnement pour Flora, notamment, ce sont les canaux d'irrigation. Tu es parti, il me semble, en reportage avec Quentin Lazera, au cœur de la Vésubie, à la découverte du canal des Arrosants. Et oui, si ça, c'est pas un nom enchanteur quand même. Et on regarde ça tout de suite. L'année dernière, quand il n'y a pas eu le canal et qu'il a fallu arroser avec le peu d'arrosage possible avec de l'eau de la ville, alors déjà c'est de l'eau potable, ce qui est une aberration, quoi. Ensuite, on ne peut pas l'utiliser à volonté, en tout cas suffisamment pour les besoins de la plante. Je m'appelle Éric Gilly, donc nous sommes ici à Saint-Martin-Vésubie dans le but de poursuivre l'histoire des canaux d'irrigation et savoir comment ceux-ci vont pouvoir permettre de protéger la ressource en eau dans le Haut-Pays. Ce canal des Arrosants, en fait, c'est un collectif de personnes qui possèdent des droits immémoriaux pour irriguer leur terrain agricole et qui aujourd'hui fonctionnent toujours. Alors, l'utilité de ce canal, en fait, il est multiple. Tout d'abord, il évite de prélever de l'eau traitée, de l'eau potable. La seconde, c'est qu'elle permet de conserver ce paysage qui est typique du paysage de la Suisse niçoise, de la vallée de la Vésubie. En fait, il s'agit de prélever une petite partie de l'eau naturelle pour ensuite irriguer des champs, puis par la suite des potagers familiaux. Et aujourd'hui, il y a une utilité encore agricole sur ce canal, mais aussi une utilité plus loisir en quelque sorte pour irriguer des espaces verts essentiellement. Et pourquoi pas peut-être, si des personnes ont des piscines, pourquoi pas les remplir au lieu d'utiliser de l'eau potable tout simplement. Sur la totalité de son parcours, en fait, ce canal, il parcourt un tout petit peu plus de 2,5 km. Quand on parle que du canal principal, bien évidemment, sans compter les bifurcations. Tout le long du canal, on va retrouver des martelières, aujourd'hui qui sont en métal. Elles permettent simplement de dériver l'eau, d'envoyer l'eau. Et alors ici, dans ce cas-là, dans le vallon directement pour qu'elle regagne la rivière, ce qu'on appelle un exutoire, on utilise des vallons naturels pour cela. Et sinon, tout simplement, chez le propriétaire suivant. Et l'histoire veut que on aille chercher soi-même son eau, c'est-à-dire à l'heure dite, puisqu'on a un temps d'eau défini dans la semaine, on coupe le voisin et on fasse venir l'eau chez nous.
Oh là là, j'adore, ça donne trop envie. Flora, du coup, comment s'est passé ce reportage ? Bah écoutez, très bien, c'était un reportage très rafraîchissant, comme on peut le voir même à travers la vidéo, donc voilà. Et c'était très intéressant parce que les gens étaient très actifs aussi dans la gestion de l'eau. On voyait que derrière, il y avait toute une réflexion sur comment bien utiliser cette eau, justement pour pas qu'il y ait trop de pertes. Et effectivement aussi, ce qui était intéressant, c'est que ça permettait de voir qu'on peut utiliser aussi de l'eau non potable, justement pour irriguer des jardins, ce qui exerce une pression moindre sur le réseau d'eau potable, notamment dans une ville comme Saint-Martin-Vésubie, qui, l'hiver, il n'y a pas trop d'habitants, mais l'été, la population est multipliée par 8, donc du coup... ça aide bien, quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'était très intéressant de voir tout cet emballement comme ça autour de ça. Non, mais c'est génial, en tout cas. Merci beaucoup, Flora. D'ailleurs, nous avons été rejoints par Nicolas Lassoc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maraîcher bio à Carros, si je ne me trompe pas. Flora, est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi Monsieur Lassoc est ici en qualité d'expert ? Bien, déjà, on voulait vraiment consacrer un volet à l'agriculture. C'était un pan important, on va dire, de notre enquête. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte au fil d'interviews qu'effectivement, l'agriculture, ça pouvait être quelque chose de très gourmand en eau, notamment, bien entendu, l'agriculture intensive. Ce qui ne s'arrête pas seulement à l'agriculture cultivée des céréales, mais ça peut être aussi tout ce qu'il y a autour, élevage de bétail, comment on va pouvoir nourrir ce bétail en cultivant certaines espèces de céréales, etc. Et effectivement, j'avais interviewé une hydrologue qui avait eu des chiffres assez frappants, qui disait que par exemple, pour faire produire 1 kilo de bœuf, on utilisait 15 000 litres d'eau. Donc c'était toute cette eau invisible justement avec nourriture pour élever le bœuf, etc. Et que dans notre assiette, en moyenne, on avait 3 000 litres d'eau. Donc on s'est rendu compte que l'alimentation était aussi quelque chose de central sur lequel on devait effectivement travailler. On s'en rend pas compte du tout. On s'en rend pas compte parce qu'effectivement, c'est tous les processus qui sont derrière qui arrivent à créer autant de litres d'eau dans notre assiette. Et donc, par processus, on entend agriculture. Donc, c'est pour ça que ça nous semblait incontournable d'avoir une personne et un acteur de ce secteur-là. Et donc, d'autant plus que Nicolas, vous mettez en place des choses alternatives. Alors, justement, là, on a cette sécheresse-là qui est arrivée très tôt. Vous, comment ça a impacté votre quotidien d'agriculteur ? Alors, juste pour reprendre ce que vous avez dit avant, par exemple, moi j'ai 1 hectare de maraîchage cultivé, donc c'est très peu, c'est une petite surface et je consomme par an à peu près 3000 mètres cubes. Ça fait 3 millions de litres d'eau. Donc c'est quand même assez vertigineux pour une petite surface. Après, comment on a été impacté ? Alors moi je suis sur le réseau, donc j'ai interdiction d'arroser entre 9h et 19h. Donc c'est un arrêté préfectoral qui est passé suite à la sécheresse. Donc ce qui impose au niveau de l'organisation de la journée de changer un petit peu les arrosages. Après il y a des collègues qui sont sur des sources d'eau, et là ça commence à être vraiment problématique parce qu'il commence à plus avoir d'eau. Donc ils se posent la question, on est en juin, et juillet, août encore à passer. Et là, ils ne savent pas comment ils vont faire pour cultiver. Et justement, il y a quand même des choses qu'on pourrait mettre en place pour faire face à cette sécheresse. Ça peut se traduire par d'autres cultures. Déjà, les heures d'arrosage. Ensuite, donc personnellement, moi, j'ai privilégié l'arrosage en goutte à goutte. Donc il faut savoir qu'on peut arroser par aspersion, donc au-dessus des feuilles, ou en goutte à goutte. Et c'est vrai qu'en arrosant en goutte à goutte, on arrose directement au pied. Donc il y a moins de perte d'eau. Ensuite, il faut bien comprendre l'eau quand on arrose ce qui se passe, c'est-à-dire que la plante va boire, donc elle transpire comme nous, donc il y a une évaporation de la plante, donc c'est une perte d'eau, et ensuite l'eau aussi peut aller dans le sol, donc c'est une perte d'eau par le bas. Donc pour éviter que la plante transpire trop, il faut ombrager les serres par exemple, c'est-à-dire qu'elle est moins chaud, voilà, tout simplement. Et il faut savoir aussi que les sols agricoles cultivés en bio, où il y a plus de matière organique, retiennent plus l'eau. Donc là aussi c'est une source en fait de rétention d'eau pour éviter le gaspillage, tout simplement. Justement, quand vous dites ombrager, il y a donc les serres, mais il y a aussi faire des plantations, mettre des arbres. C'est un peu le principe de l'agroforesterie. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer alors, donc, déjà l'ombre, la plante va moins transpirer. Donc si on plante avec des arbres à côté, donc pas trop près pour pas qu'il y ait une compétition entre les plantes, déjà ça va limiter en fait la transpiration de la plante. Et aussi le vent transpire beaucoup les plantes. Donc quand il y a des haies, quand les plantes sont protégées du vent, elles vont moins consommer d'eau. Donc planter entre les haies, entre les arbres, ça peut permettre donc à court terme d'économiser l'eau. Ensuite, sur le plus long terme, ce qu'on essaie de faire donc avec la maison de semences paysannes, c'est d'adapter la plante. C'est-à-dire qu'on va planter des graines, on va repérer celles qui résistent le mieux à la sécheresse.
récupérer ces graines-là et année après année, au final, on va adapter les plantes à une consommation d'eau moindre, donc faire des économies d'eau. Donc ça, c'est sur du long terme, ça prend des années en fait. Les semences paysannes, c'est quelque chose que vous avez mis en place, ça fonctionne comment c'est... Alors, on est un groupe de paysans, donc faire ces semences, c'est un métier à part entière. Donc, ça demande de la technique, donc ça s'invente pas. Donc, on est un groupe de paysans et chacun s'occupe de quelques semences et on est suivi par un groupe de recherche en agriculture biologique, le GRAB, qui est basé à Avignon. Donc, il vient plusieurs fois pendant l'été pour nous dire, celle-là, regardez, elle a plus résisté à la sécheresse, elle est mieux, donc récupérez plutôt ces graines-là. Voilà. Et année après année, on espère réadapter un peu les graines au changement climatique. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lesquels les collectivités locales ou même au niveau départemental, régional ou national, on vous aide là-dessus, ou c'est quand même, il n'y a pas assez d'investissement encore pour que ça soit quelque chose qui se généralise véritablement? Alors, ils s'y intéressent beaucoup, donc on est beaucoup sollicité par le département, par des communes, etc. Mais après, c'est plutôt associatif, hein. C'est vraiment les associations qui font le travail. Donc on a quelques subventions, hein. On est aidé à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, à ce propos, il y aura une grande fête de l'oignon à Menton le 11 juillet. Donc ça, c'est une semence locale. L'oignon, ça ne consomme pas beaucoup d'eau. Donc c'est vraiment adapté ici. Donc là, on est aidé par la commune de Menton. Mais sinon, c'est vraiment un travail associatif entre agriculteurs. On s'en était beaucoup éloigné là, de ces semences locales, justement, ici ici et ailleurs, hein. C'est-à-dire que c'est facile de commander sur un catalogue des semences, on ne sait pas trop d'où elles viennent, donc on ne sait pas où elles sont reproduites. Hein. Donc on a perdu le savoir-faire et l'atypicité du terroir. Donc ça, c'est tout un travail qu'on doit refaire, hein, ça prend des années en fait. Hein. Pour adapter une plante, c'est à peu près 7 ans. Donc en fait, voilà, c'est un travail, mieux vaut tard que jamais, donc il faut s'y remettre. Et voilà, on est un groupe qui travaillons dessus. J'ai une dernière question par rapport à ça. Justement, vous dites que c'est quand même long pour savoir quelle semence est adaptée par rapport au territoire, etc. Est-ce que du coup, c'est quand même possible avec le changement climatique aussi, ou est-ce qu'on s'attend à ce qu'au final, est-ce que les semences que là, par exemple, vous trouvez bien pour ce territoire, au final, d'ici 15 ans, 20 ans, 50 ans, elles seront peut-être plus valables plus tard? En fait, il faut suivre, c'est chaque année qu'on fait le travail. Donc en fait, elles suivent le changement climatique avec nous. Donc c'est pas des graines qu'on récolte maintenant, qu'on plantera dans 15 ans. Oui, c'est chaque année, donc du coup ça suit ce changement-là et c'est un peu l'idée. Hein. Faut pas arrêter le travail. Donc c'est chaque année, chaque saison, récupérer les graines, faire ce travail-là en plus du travail de maraîcher. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Nicolas Lassoc, vous pouvez rester avec nous quand même pour la suite. N'hésitez pas. Justement, vu que nous sommes quasiment à la fin quand même de cette émission, avant de conclure, j'aimerais savoir s'il y a des choses que vous auriez aimé traiter, que vous n'avez pas pu traiter, ou des choses que vous auriez voulu traiter différemment. Alors moi je dirais simplement que je rappellerai que ce dossier, on l'a vraiment réalisé en même temps que l'actualité nous rappelait chaque jour à quel point la situation est grave en termes de sécheresse et de manque d'eau aujourd'hui. Et donc ça nous a permis, à nous au moins, d'avoir une conscience accrue de cette problématique. Et je me demande aujourd'hui comment faire, au-delà du travail qu'on peut faire nous, lorsqu'on parle à des gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les gens à être vraiment sensibilisés à la question? Est-ce qu'il y a des actions coup de poing qui peuvent exister? Pour vraiment dire que maintenant, il n'y a plus de solution, il faut faire attention et c'est tout. Ça c'est clair, le temps va nous le dire, on espère en tout cas, parce qu'on sait que l'urgence est là aujourd'hui. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Alors, dernier petit élément quand même, parce que vous le savez, les solutions, c'est participatif. À chaque nouveau dossier, vous avez le droit de voter pour le dossier et le sujet que vous souhaitez. Alors du coup, quand et comment sera le prochain vote? Gaëlle, dites-nous tout. Alors le prochain vote, il sera ouvert mardi prochain. Et donc on va proposer à nos lecteurs de départager 3 thèmes de dossier. On va leur proposer comment faire face à la canicule, comment réinventer l'école, et face aux intoxications, quelles solutions pour garantir la sécurité alimentaire? Bon, donc vous l'aurez compris, allez voter pour le prochain dossier. Où? Je sais, c'est votre question. Et bien sur les sites du groupe Nice Matin. Et si vous êtes abonné, vous recevrez du coup le lien pour voter sur votre newsletter. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions ou autres, dites-nous tout dans les commentaires. On se retrouve certainement à la fin de l'été pour une nouvelle émission avec notre prochain dossier. Merci du coup à vous 3 et à Sophie qui nous a quittés en plateau. Merci encore d'être venus. Merci à Sophie Donzé et Philippe Bertini à la régie, à Quentin Lazeras pour le reportage et à Chloé Vagnard pour la créa.